Donc, je vais lancer encore ma vidéo, c'est bon. On était sur la fonction somme pour vraiment essayer de faire des additions des cellules sélectionnées ou bien directement une plage. Donc là, les parties prenantes nous demandent de faire le total des prix unitaires en utilisant la fonction somme. Donc à ce moment, j'utilise du Excel 365. Voilà, donc vous pouvez faire aussi la même chose si vous avez les autres versions. Voilà, maintenant pour le résultat, on va faire égal, on va appeler la fonction somme. Maintenant, la fonction somme, vous avez deux choix. Soit vous donnez nombre par nombre, ou bien vous donnez la plage. Donc, des fois aussi, vous donnez directement la plage, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, vous pouvez sélectionner directement la plage. Ensuite, de fermer la parenthèse. Voilà. Donc là, vous avez le résultat ou bien le résultat de la somme. Maintenant, il faudra toujours faire cette petite différence entre somme et formule. Par exemple, ce qu'on a écrit ici, égal, somme et l'expression qu'on a ici, tout ça, ça s'appelle la formule. Maintenant, la fonction, c'est seulement somme qu'on a ici. Voilà. Des fois aussi, une formule peut avoir des fonctions qu'on a imbriquées, etc. Voilà. Il faudra toujours faire aussi cette petite différence. Donc là, on a le résultat. Voilà, 7000, c'est déjà bon. Il y a aussi d'autres fonctions qu'on avait. Donc, je pense que tout à l'heure, on avait fait ça. Voilà, je vais effacer tout juste pour vous montrer après. Voilà, je pense que la vidéo avait coupé. C'est parce qu'on a essayé de reprendre. Donc là, vous avez les fonctions min, max, average, c'est-à-dire minimum, maximum et moyenne. Donc la fonction min nécessite une plage de cellules et renvoie à la valeur minimale. Et la fonction max donc, fait l'inverse. Voilà, et renvoie à la valeur maximale de la plage de cellules. Average, c'est-à-dire la moyenne des cellules sélectionnées. Voilà. On va essayer de répondre à cette question. Quelle est la quantité minimale des produits, c'est-à-dire la quantité minimale des produits qu'on a ici? Voilà, donc je vais sélectionner si égal. Je vais appeler la fonction min. Je tabule directement. Je donne la plage et je ferme la parenthèse. Donc la quantité minimale, c'est 1. Voilà, là, c'est déjà bon. Maintenant, la deuxième question, quel est le prix unitaire? Je pense que ça, c'est le prix. Voilà, quel est le prix unitaire maximal des produits? Je vais faire égal. Je vais appeler la fonction max. Voilà, et je donne la plage. Maintenant, ça va marcher. On a 2500 comme prix unitaire maximal. Ensuite, la moyenne des prix unitaires, je vais appeler la fonction moyenne et je donne la plage. Donc, on a 1750. Maintenant, il faudra aussi faire la différence entre moyenne et médiane. Par exemple, la moyenne, elle est sensible aux valeurs aberrantes. Maintenant, quand on parle de valeurs aberrantes, c'est les grandes valeurs. Donc, imaginez ici, on a cette liste-là. Bien, on a cette suite de nombres, 1000, 2000, 4000, 5000 et 12000. Maintenant, quand je vais calculer la moyenne de ces chiffres-là, par exemple, quand je vais calculer voilà, avec cette plage, la moyenne, ça va donner 4800. Maintenant, quand je vais calculer la médiane, et je recherche une médiane de cette plage-là, donc ça donne 4000. Donc, juste pour vous dire que la moyenne est sensible aux valeurs aberrantes, vu que 12000, c'est une valeur aberrante. Donc, ça va jouer vraiment sur la moyenne. Alors que la médiane n'est pas sensible aux valeurs aberrantes. Donc, la médiane, ça donnera 4000. Alors que la moyenne, donc, il va faire la somme de tout, ensuite diviser. Alors que la médiane va ordonner d'abord. Il va ordonner les nombres et ensuite il va se pointer sur le milieu. Des fois aussi, il faudra toujours faire attention. Donc, si vous avez vraiment besoin de la précision, donc il faudra toujours utiliser la médiane au lieu d'utiliser la moyenne, puisque la moyenne est sensible aux valeurs aberrantes. Voilà, ça aussi, c'était en guise d'information. Voilà.
Maintenant, ensuite, nous avons la fonction compte. Des fois aussi, cette fonction, ça va revenir donc, dans chaque projet. Il faudra toujours essayer de maîtriser la fonction compte pour essayer de compter des valeurs, etc. La fonction compte, en anglais, on a compte. Et en français, il y a NB. Il y a aussi compte A et, ou bien NBval. Maintenant, la fonction compte compte le nombre total de cellules sélectionnées. Elle ne compte pas les cellules vides et aussi d'autres formats. Donc, cette colonne-là, ou bien cette fonction-là, ça compte seulement les valeurs numériques. Donc, si vous donnez cette fonction en argument donc, du texte, ça ne va pas passer, ça ne va pas compter. Voilà, donc ça compte seulement des valeurs numériques. Maintenant, l'autre fonction qu'on a, compte A, là, ça compte tout, compte any, compte all, ça compte tout, compte any, ça va compter tout. Voilà, peu importe ce que vous allez donner en paramètres. Donc, il faudra toujours faire cette petite différence entre NB et NBval. Donc, NB compte seulement les valeurs numériques. NBval, ça compte vraiment toutes les valeurs. Voilà, il faudra faire cette petite différence. Maintenant, là, nous avons la liste des produits. Les parties prenantes vont nous demander quel est le nombre de produits. Donc, moi, je vais utiliser d'abord la fonction NB pour compter le nombre de produits. Donc, directement ici, avec l'IntelliSense, on a NB détermine le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Donc là, c'est déjà clair. Donc, je vais tabuler. Maintenant, je vais donner la plage qu'on a ici, vu que c'est des numériques. Et je vais faire OK. Donc, ça marche. On a 4 produits dans notre liste. Maintenant, imaginez, je voulais compter le nombre de produits avec la référence. Maintenant, quand je vais utiliser NBval, donc je vais effacer ici pour compter avec la référence produit. Maintenant, vous avez remarqué que ça n'a pas marché. Donc, on aura 0. Maintenant, ça veut dire NB compte seulement des plages numériques, bien une liste de valeurs numériques. Ça ne va pas compter du texte, etc., ou bien des autres types de formats de données. Donc, il faudra faire aussi cette petite différence. Maintenant, pour compter avec d'autres formats, il faudra utiliser NBval. Maintenant, là, je pourrais utiliser NBval pour compter avec le plus unitaire. Donc, je vais faire NBval. Là, je pourrais compter en basant sur, voilà, sur la référence produit. Donc, il faudra toujours faire cette petite différence. NB compte seulement des valeurs numériques, alors que NBval, ça compte tout. Voilà, donc, il faudra faire cette petite différence. Des fois, ça va dépendre aussi du use case. Si vous avez vraiment une colonne avec des chiffres, etc., vous pouvez utiliser NB. Maintenant, si cette colonne, c'est du texte ou bien c'est des dates, etc., il faudra toujours utiliser NBval. Voilà. Jusque-là, c'est bon, il n'y a pas de questions. Jusque-là, c'est Je bon. voudrais savoir si après vous allez nous envoyer le document. Exactement. Après, vous aurez le document et la vidéo aussi sera directement sur la chaîne YouTube, Inch'Allah. Je pense que Nima a levé la main. Nima, allez-y. Moi, je voudrais surtout revenir sur la moyenne et Sur? la moyenne et la médiane tout à l'heure. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, des fois aussi, il faudra faire attention entre la moyenne et la médiane. La moyenne, elle est sensible aux valeurs aberrantes. Maintenant, quand on parle de valeurs aberrantes, imaginez, vous avez cette liste 1000, 2000, 4000, 5000, 12 000. Donc, 12 000, c'est une valeur aberrante, vu que c'est une grande valeur comparée aux autres qu'on a ici, aux autres valeurs qu'on a ici. Donc, 12 000, c'est vraiment une valeur aberrante, c'est une grande valeur. Maintenant, quand on va faire la moyenne, 12 000 va influer sur la moyenne. Par exemple, la moyenne va faire 10 000, va faire 1000, plus 2000, plus 4000, plus 5000, plus 12 000. Ensuite, il va diviser par 5. Maintenant, le 12 000, c'est une grande valeur, donc ça va influer sur la moyenne. Alors que la médiane ordonne d'abord. Il va ordonner cette liste-là, ensuite de se pointer sur le milieu. Voilà, donc c'est une petite différence. Des fois aussi, pour plus de précision, il faudra toujours essayer d'utiliser la médiane. Voilà, donc des fois aussi, ceux qui sont dans le domaine du machine learning, des fois, ils privilègent toujours la médiane au lieu
de la moyenne. Ça va dépendre aussi du use case. Maintenant, il faudra toujours faire cette petite différence. La moyenne est sensible aux valeurs aberrantes. Voilà. C'est bon pour Nima? Oui, c'est bon, merci. D'accord. Maintenant, on a d'autres fonctions. D'abord, la fonction puissance et la fonction round up et la fonction round down. La puissance, ça va permettre d'élever donc des nombres à la puissance 1, 2, 3, etc. Donc, ça va dépendre vraiment du use case. Ensuite, il y a round up. Des fois aussi, on a beaucoup de chiffres après la virgule. Il faudra arrondir au décimal supérieur ou bien d'arrondir au décimal inférieur. Enfin, ceux qui travaillent en finance ou bien en comptabilité, etc. Là, il y a beaucoup de chiffres après la virgule. Il faudra toujours les arrondir, etc. Voilà. Maintenant, là, on a la liste des produits. Les parties prenantes nous demandent avec la fonction power, c'est-à-dire la fonction puissance, élevé à la puissance de le prix unitaire du produit P1 en le divisant d'abord par 15. Donc, on va essayer de diviser d'abord par 15 le prix unitaire du produit P1. Donc, cette ligne-là, ça va concerner P1. Voici son prix unitaire. Donc, on va d'abord diviser P1 divisé par 15. Donc, on a d'abord divisé par 15. Maintenant, les parties prenantes demandent d'élever ça à la puissance 2. Maintenant, il y a une fonction qui s'appelle puissance, ce qu'on va utiliser. Je vais mettre ici. Je vais appeler puissance. Je tabule. Maintenant, puissance prend un argument, prend deux arguments du moins. Prend deux arguments. D'abord, il y a le nombre que je veux élever. Ensuite, on a la puissance. Donc là, nous avons comme premier argument nombre. C'est déjà fait, ce que j'ai calculé en ce moment. Maintenant, je vais faire virgule et de mettre la puissance 2. Voilà, donc j'ai élevé la division que j'ai effectuée ici, le résultat, à la puissance 2. Maintenant, ça va donner 4444,4444, etc. Donc, il y a beaucoup de chiffres après la virgule. Maintenant, les parties prenantes nous demandent d'utiliser la fonction roundup. Voilà, donc je pense qu'ici même, c'est pas selling, c'est roundup. Voilà, là, c'est roundup. Selling aussi, c'est la même chose, mais c'est beaucoup plus explicite que roundup. Donc là, au lieu de floor, c'est round down. Voilà. Donc, c'est les équivalents aussi. On peut utiliser selling pour avoir beaucoup plus de précision en donnant vraiment des paramètres beaucoup plus explicites. Donc, on va utiliser roundup pour arrondir au décimal supérieur. Maintenant, roundup, en français, son équivalent, c'est arrondi sup. Voilà ce qu'on va utiliser. Roundup ou bien arrondi sup. Maintenant, round down, c'est arrondi inférieur. Donc, roundup, c'est arrondi supérieur. Round down, c'est arrondi inférieur. Donc, on va utiliser l'arrondi supérieur. D'abord, on appelle seulement la fonction arrondi sup. Voilà. Maintenant, arrondi sup, arrondi un nombre en s'éloignant du 0. Voilà. Je vais faire arrondi. Donc, je vais donner le résultat qu'on a ici, les 4444. Voilà. Ensuite, je vais donner 1. Voilà. Donc, je vais arrondir ça au décimal supérieur, le plus proche. Voilà. Maintenant, ça va donner 4444,5. Vu que 4,5, c'est le décimal supérieur. Voilà, le plus proche qu'on a. Ensuite, je vais faire la même chose pour arrondir au degré inférieur. Je vais faire la même chose. Je vais appeler arrondi F, c'est-à-dire arrondi inférieur. Je vais donner le résultat. Ensuite, je vais mettre 1. Donc là, vous avez remarqué 4444,4, c'est le décimal donc, inférieur qu'on a. Voilà, donc ça aussi, c'est des astuces que vous pouvez avoir sur les chiffres en décimal. Là aussi, c'est très intéressant. Maintenant, il y a aussi des équivalents pour ces fonctions. Comme roundup, vous pouvez avoir ceiling, voilà, le plafond. En français aussi, quand vous allez rechercher cette fonction, ça va donner plafond. Voilà.
Voilà, plafond que vous avez ici. Maintenant, il y a des fonctions aussi. Excel est en train d'enlever ces fonctions-là. Et que des fois aussi, il y avait des fonctions qui marchaient avec les versions antérieures. Maintenant, Excel ne peut pas enlever directement ces fonctions directement. Vu que par souci de comptabilité, ça va vraiment faire beaucoup de dégâts. Maintenant, ils vont faire ça étape par étape. Donc, des fois aussi, vous pouvez avoir des équivalents. Maintenant, avec les dernières versions qu'on a d'Excel, il y a des fonctions qu'on a beaucoup améliorées. Il faudra toujours faire cette petite erreur. Maintenant, quand vous voulez faire l'arrondi supérieur, utilisez toujours round up ou bien arrondi sup, bien round down, utilisez arrondi inférieur. Voilà. Donc là, c'est déjà bon. Maintenant, il y a une autre fonction qu'on appelle concat. Là aussi, ça va revenir presque dans beaucoup de projets. Donc, on aura forcément besoin de concaténer des chaînes de caractères, de concaténer des valeurs avec d'autres cellules, etc. Là aussi, c'est très intéressant. Il faudra toujours garder cette fonction en tête, la fonction concat. Donc, concat, ça veut dire concaténer. Maintenant, elle permet de joindre ou de fusionner plusieurs chaînes de caractères, cellules contenant des chaînes de caractères en une seule. Donc, on va prendre des cellules, on va les fusionner pour avoir une seule sortie. Voilà, c'est ça le but de concat. Maintenant, concat aussi en français comme en anglais, vous allez mettre concat. Maintenant, la petite différence ici, sur Excel, on a, par exemple, on a concat et concaténer. Donc, des fois, quand vous recherchez une fonction, maintenant ici, il y a ce panneau-là, donc qui vous dit que vraiment, cette fonction-là, il ne faudra pas l'utiliser vu que ça n'a pas, Excel ou bien Microsoft est en train d'enlever cette fonction-là, vu que voilà, ça signale des erreurs. Donc, dans les versions précédentes, on avait concaténé. Maintenant, avec les nouvelles versions de Excel, on a concat. Donc, n'utilisez plus concaténer, utilisez vraiment concat. Vous avez vraiment la flexibilité. Vu que concaténer, on ne peut pas donner une plage, alors que concat, on peut donner directement la plage. Donc, par souci de performance aussi et flexibilité, il faudra toujours utiliser concat au lieu d'utiliser directement concaténer. Voilà. Ça aussi, c'est très, très important. Maintenant, les parties prenantes nous demandent de faire la concaténation de la référence du produit P3 avec son libellé de catégorie. Donc, moi, ce que je veux faire, je veux concaténer P3 à la catégorie qu'on a ici, c'est-à-dire A, pour avoir vraiment le résultat sera P3, sera P3A. Voilà. Bon, je veux avoir ce résultat-là. Maintenant, comment avoir ce résultat en utilisant la fonction concat? Donc, c'est vraiment très simple. Il faudra juste appeler la fonction concat. Maintenant, la fonction concat prend un argument texte 1, texte 2, texte 3. Donc, vous avez vraiment une infinité de valeurs. Soit vous donnez valeur par valeur, soit vous donnez la plage. Voilà, c'est à vous de voir. Donc, nous, on va donner valeur par valeur. Donc, le texte 1, ça sera P3, la référence produit, virgule, texte 2, ça sera le A. Voilà, ensuite, je ferme la parenthèse. Donc, on a la référence produit concaténée avec la catégorie. Donc, on a répondu à cette question. Maintenant, les parties prenantes demandent encore de refaire la même concaténation, mais cette fois-ci en séparant par un symbole tiré. Donc, au lieu d'avoir P3 et le A, au lieu d'avoir la référence du produit et sa catégorie collée, donc les parties prenantes demandent de séparer avec un tiré. Maintenant, pour faire ça, on fait la même chose. Concat. Maintenant, je vais faire P3, virgule, j'ouvre les codes. Voilà, tiré. Voilà. Ensuite, je donne le A. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, d'abord, on donne la première valeur. Ensuite, la séparation, ça sera tiré. Il faudra toujours ouvrir les doubles codes. Et ensuite, mettre le tiré à l'intérieur. Et voilà. D'appeler aussi la deuxième chaîne à concaténer bien. Voilà. La deuxième cellule. Et faire OK. Maintenant, là, comme résultat, on a P3-A. Des fois aussi, vous pouvez avoir ce genre de use case dans votre traitement de données, récupérer des valeurs, donc faire la concaténation sur
sur une note solide. Voilà, des fois aussi, ça permet d'aller très, très vite. Imaginez, vous avez des milliers de lignes. Voilà. En ce moment, on a seulement 4 lignes. Voilà. Vous savez quoi que c'est très simple. Maintenant, dans des projets, ce genre de fonction vont vous aider vraiment à aller très, très vite. Maintenant, si vous avez aussi des questions, vraiment, n'hésitez pas à m'interrompre ou bien de lever directement la main. Parce que là, c'est déjà bon pour tout le monde. Maintenant, il y a Nima qui lève la main. Nima, allez-y. Moi, je voudrais revenir pour les arrondis. Pour les arrondis ici, hein. Oui. Voilà. Maintenant, pour les arrondis, il y a l'arrondi J'avais compris inférieur ce et que vous l'arrondi. avez fait. Maintenant, je voulais, bon, s'il y a il y a une méthode que j'ai vue Mhm, en comptabilité, souvent pour les mhm, déclarations fiscales, au lieu mhm, de laisser avec les décimales, on mhm, arrondit avec en chiffre rond, quoi, avec des zéros, soit en mhm. milliers, en dizaines. Est-ce que c'est possible? Par exemple, ici, pour le 4444,5, Mhm, nous, au lieu d'avoir le virgule 5, on arrondit mhm. un billet le plus près, et en faisant 4 OK, tout rond. OK. Donc, on va essayer. Au lieu d'avoir les A1, donc, imaginez, on va mettre à 0. Donc là, vous avez les 4445 directement avec le chiffre tout rond. Donc, ça va dépendre aussi du paramètre. Des fois aussi, voilà. Quand on donne 0, ça veut dire qu'il va arrondir donc, au nombre entier le plus proche. Maintenant, quand je vais effacer le 0 et je vais mettre 1, il va donner le nombre décimal le plus proche. Donc, ça va dépendre aussi du use case. Maintenant, quand je vais mettre 0, il va arrondir à un nombre entier beaucoup plus long. Donc, ça peut vous aider aussi en comptabilité. Mais ça reste toujours avec la fonction arrondie. Maintenant, si vous voulez un chiffre rond, il faudra mettre comme argument 0. Maintenant, si vous voulez décimal supérieur, etc., il faudra toujours mettre 1 ou bien 2, etc. D'accord. Maintenant, il y a aussi d'autres alternatives. Par exemple, au lieu d'utiliser arrondi supérieur, il y a plafond. Maintenant, ces fonctions-là, Excel est entré dans le vide. Par exemple, ici, ça pourrait marcher avec plafond. Par exemple, il y a une fonction qui s'appelle plafond. Maintenant, vous avez remarqué ici, il y a le symbole, le panneau qu'on a ici, le panneau en jaune. Donc, ça veut dire que ces fonctions, en ce moment, il ne faut pas beaucoup les utiliser vu que Excel est en train de les enlever progressivement dans les futures versions. Maintenant, pour arrondir, il faudra toujours utiliser arrondi sup ou bien arrondi inférieur. Voilà. Je pense que j'ai répondu à la question de Nima. Oui, c'est bon, merci. OK, merci. Il y a aussi une fonction qu'on appelle prime. Puis que des fois aussi, il y a des personnes comme, je vais prendre comme un exemple sur quelle personne. Donc, ça peut être Cheikh. Donc, Cheikh dit, quand il saisit sa base de données, il va mettre des espaces superflus. Donc, deux espaces, trois espaces, espaces avec voilà. Il y a beaucoup donc, d'incohérences sur son fichier. Voilà, il y a beaucoup d'espaces supplémentaires. Des fois aussi, quand on récupère les données, on va nettoyer vraiment la base, voilà, pour avoir vraiment un espace. Après, euh, ou bien chaque mot, donc c'est pas avec un seul espace, au lieu d'avoir deux espaces, etc. Vu que des fois, il y a des personnes, quand ils vont mettre des tabulations, des fois deux espaces supplémentaires. Maintenant, l'idée, c'est comment nettoyer ça. Il y a une fonction qui s'appelle trim, ou bien en français, supprime, espace, espace. Maintenant, trim supprime les espaces supplémentaires au début, au milieu et à la fin. Donc, si une personne met des espaces supplémentaires au début, au milieu et à la fin, il va supprimer ces espaces et laisser seulement un seul espace. Voilà. Maintenant, il est couramment utilisé aussi pour identifier les valeurs en double dans les cellules, etc. Voilà, ça aussi, il peut y avoir ce genre de use case. Maintenant, on va utiliser trim ou bien espace pour vraiment nettoyer cette colonne-là. Vu qu'on remarque ici, en stock, il y a deux espaces. Par exemple, entre le 1 et stock, il y a ici deux espaces. Maintenant, là, on n'a pas d'espace, c'est déjà correct. Maintenant, ici, on a des espaces en début
Il y a aussi des espaces au milieu. Voilà, je pense qu'à la fin aussi, il y a des espaces. Voilà, ça aussi, il faudra les nettoyer, les espaces superflus. Là aussi, on a la même chose, 2 espaces ici et 3 espaces ici. Donc, il faudra les nettoyer. Donc, il y a une fonction qui s'appelle trim sur espace. Ça aussi, vous pouvez l'utiliser dans vos tâches. Maintenant, il faudra faire égal, appeler la fonction sur espace et on lui donne directement le texte. Donc, cette fonction-là prend un argument, prend un seul argument, donc seulement le texte. Donc, il n'y a pas d'argument supplémentaire. Donc, vous lui donnez seulement le texte ou bien la cellule. Voilà. Après, cette fonction va nettoyer. Donc là, c'est déjà bon. Il a nettoyé les espaces supplémentaires. Donc, je peux glisser en bas pour avoir les autres valeurs. Voilà. Là, c'est bon. Il a nettoyé donc, les espaces qu'on avait au début, voilà, et à la fin. Maintenant, il va laisser seulement un seul espace entre les différentes chaînes qu'on a. Voilà, ou bien groupe de mots, etc. Donc, ça va laisser vraiment un seul espace. Ça aussi, c'est bon quand vous faites du data pre-processing, c'est-à-dire la préparation de données, le nettoyage de données, etc. Ça aussi, ça peut vous aider à avoir vraiment le rendu souhaité. Voilà. Donc, jusque-là, c'est bon, il n'y a pas de question pour cette fonction. Nima, tu as toujours levé la main, bien c'était la question précédente. Ah, ok, c'est bon. Il y a aussi 2 fonctions qu'on appelle replace et substitute. Donc, remplacer et substituer. Ça aussi, ça peut aider. Maintenant, replace et substitute, c'est différent. Maintenant, replace est utilisé pour remplacer une partie de la chaîne par une nouvelle chaîne. Donc, replace remplace seulement une seule partie. Alors que substitute, tu peux donner un mot entier. Il va remplacer. Alors que replace, c'est une seule partie de la chaîne qui va remplacer. Maintenant, replace, ça prend l'ancien texte. Ensuite, le numéro de départ. Donc là où on va commencer à compter. Ensuite, le nombre de caractères. Donc, du départ, on va commencer numéro de départ. Maintenant, quand je vais me pointer sur le numéro de départ, combien de caractères je vais compter? C'est le nombre de caractères qu'on va donner à cette fonction. Ensuite, le nouveau texte qu'on va remplacer. Alors que substituer prend texte, ancien texte, nouveau texte et numéro d'essence qui est facultatif. Donc, c'est deux fonctions donc très similaires, mais c'est différent. Donc, c'est vraiment différent. Voilà, maintenant, elles peuvent faire à peu près, c'est presque la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Voilà, donc avec substitute, on peut remplacer une seule chaîne de caractères, etc. Alors que replace, avec replace, on peut remplacer une seule chaîne de caractères, etc. Alors que substitute, on peut remplacer vraiment un groupe de mots ou bien un mot, etc. Donc, ce qu'on va essayer de faire. Maintenant, nous avons toujours la liste des produits. Les parties prenantes peuvent nous demander d'utiliser la fonction replace sur la colonne statique en remplaçant le E majuscule de en stock qu'on a ici par un E minuscule pour le produit P1. Donc, pour le produit P1 qu'on a ici, pour cette ligne, on va essayer de remplacer le E majuscule qu'on a sur en stock par un E minuscule. Maintenant, pour faire ça, le faire avec substitut, ça ne va pas marcher. Voilà. Maintenant, on va essayer de faire ça avec replace, vu que ça sera beaucoup plus flexible de faire ça avec replace. Donc, je vais faire égal. J'appelle la fonction replace en français qui veut dire remplacer. Donc, on va utiliser remplacer. Donc, d'abord, le premier argument sera l'ancien texte. Donc, l'ancien texte, c'est le en stock qu'on a ici, c'est l'ancien texte. Donc, j'ai donné l'ancien texte. C'est bon. Je vais faire virgule. Maintenant, le numéro de départ. Sur Excel, une chaîne, ça commence de 1. C'est différent des autres langages où des fois, ça commence de 0. Maintenant, ici, en Excel, pour compter, on commence par 1. Donc, le numéro de départ, vu que le 1, ça se trouve au début. Donc, je vais mettre numéro de départ 1. Ensuite, je vais faire virgule. Maintenant, il y a le troisième argument, c'est-à-dire le nombre de caractères. Donc, moi, j'ai besoin de 2, vu que 1
ces deux caractères, le E et le N. Donc, moi, je vais dire à la fonction, moi, je veux 2 éléments. Maintenant, le nouveau texte, c'est la valeur à remplacer, c'est-à-dire le E minuscule. Je vais ouvrir les codes et mettre E minuscule et je ferme la parenthèse de la fonction. Voilà. Voilà. Donc, je pense que j'ai remplacé. Bon, j'ai remplacé aussi le 2. Donc, c'était un seul caractère. Donc, j'ai remplacé le N. Donc, on n'a pas besoin de remplacer le N. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Vu qu'on a seulement besoin du E, au lieu du A, on a seulement besoin du E. Donc, je vais remplacer seulement le E au lieu d'enlever le N. Sinon, il doit enlever le N. Voilà. Donc, maintenant, pour reprendre cette fonction, pour replace, on donne d'abord l'ancien texte, c'est-à-dire l'en stock. Ensuite, le numéro de départ, c'est-à-dire le début, c'est 1. Maintenant, moi, je veux remplacer seulement le 1. Donc, tout à l'heure, on a fait l'erreur de remplacer le 1. C'est seulement le 1, comme ce qu'a posé les parties prenantes. Maintenant, je vais dire de compter un seul caractère. Donc, quand je vais commencer au début et que je compte un seul caractère, je vais pointer sur le E. Là, c'est déjà bon. Ensuite, je donne le nouveau texte. Donc, de remplacer par le E minuscule. Donc là, on a remplacé le E majuscule qu'on avait en début par un E minuscule. Voilà, c'est déjà bon. On a comme résultat un stop. Maintenant, il y a une deuxième fonction qu'on appelle le substitute. Voilà, donc les parties prenantes peuvent demander d'utiliser la fonction substitute sur la colonne statut en remplaçant le bientôt qu'on a ici par presque pour le produit P3. Donc cette ligne-là, on va remplacer le bientôt qu'on a ici par presque. Maintenant, utiliser replace, là, ça va être vraiment très difficile. Donc, il faudra utiliser substitute donc, pour vraiment identifier le mot qu'on va remplacer par un autre élément. Donc là, je vais appeler substitut. Maintenant, il faudra faire attention. En anglais, ça s'appelle substitute. En français, c'est substitut. Voilà, il faudra toujours faire cette petite différence. Là, je vais donner bientôt en rupture, virgule. Maintenant, l'ancien texte, c'est bientôt. Bon, je vais remplacer bientôt, c'est l'ancien texte. Virgule. Maintenant, le nouveau texte, c'est presque. Maintenant, vous avez remarqué, il y a aussi numéro de position, mais c'est facultatif. Maintenant, pour Excel, pour faire la différence entre des arguments facultatifs ou bien des arguments obligatoires, pour les arguments facultatifs, on a le crochet ici, par exemple, crochet, numéro de position, etc. Donc, c'est facultatif. Donc, ça peut, on n'a pas besoin des fois de les mettre. Des fois aussi, pour plus de flexibilité, vous pouvez mettre, ou bien pour plus de performance, vous pouvez les mettre. Donc, on va essayer de voir après comment identifier le numéro de position. Donc là, ça marche. Donc, on a remplacé bientôt en rupture par presque en rupture. Maintenant, imaginez, moi, j'avais 2 bientôt. Par exemple, là, j'ai bientôt en rupture. Et là, j'ai aussi bientôt encore. Donc là, on a bientôt en rupture et bientôt. Donc, cette fonction-là va remplacer tous les bientôt par presque. Alors que moi, je vais remplacer seulement le premier bientôt ou bien le deuxième bientôt. C'est là-bas que le numéro de position va intervenir. Par exemple, ici, on avait vu que numéro de position, c'était facultatif. Donc maintenant, pour dire à Excel, ne remplace pas le premier bientôt, mais remplace le deuxième bientôt, ou bien l'inverse. Là, il faudra mettre cet argument facultatif-là. Donc moi, je vais dire à Excel, donc remplace seulement le premier bientôt par presque. Donc voilà, il va remplacer seulement le premier bientôt par texte. Maintenant, quand je vais dire à Excel, remplace seulement le deuxième bientôt que tu vas rencontrer. Voilà. Donc, je vais dire à Excel 2. Donc, il va remplacer le deuxième bientôt qu'on a. Des fois, si vous avez des mots ou bien un élément qui se répète vraiment sur une liste, des fois, vous pouvez identifier par les occurrences, etc.
Là aussi, c'est bien d'avoir cette information. Maintenant, si vous ne mettez rien, voilà, il va remplacer tout. Voilà. Là aussi, on va effacer ça. C'est déjà bon. Donc, c'est bon jusque-là pour ces deux fonctions, replace et substitute. Ouais, parce que c'est bon, il n'y a pas de question. Voilà. Ok, merci, cher. On va passer aux autres fonctions qu'on a ici. Donc là, nous avons les fonctions left, right et middle, c'est-à-dire gauche, droite, milieu. Donc, juste pour vous dire, en Excel, on doit toujours laisser vraiment les fonctions en anglais. Donc, imaginez middle. Donc, sa traduction en anglais, c'est STX. Donc là, il y a même plus la sémantique. Des fois, essayez d'utiliser toujours les fonctions en anglais, de laisser toujours l'Excel en anglais. Parce que des fois, sur la documentation, quand vous allez traduire des fonctions en français, ça va biaiser vraiment la traduction ou bien même la signification. Donc, imaginez middle, on la traduit en STX. Voilà. Cette fois aussi, ça peut jouer vraiment des tours. Donc, la fonction left, c'est-à-dire la fonction gauche, renvoie le nombre de caractères à partir du début de la chaîne. Vu que le début de la chaîne, c'est à gauche. Donc, on va utiliser la fonction gauche ou bien la fonction left pour extraire des nombres ou bien des chaînes de caractères qui se trouvent donc dès le début. Maintenant, middle, ça va extraire des chaînes qui se trouvent au milieu. Voilà, ouais, au milieu de la chaîne. Donc, il y a des caractères qu'on va extraire. Ça aussi, il faudra utiliser middle ou bien STX. Il y a aussi la fonction right qui veut dire droite, qui va extraire à partir de la fin. Donc, on va commencer à la fin. Donc, imaginez avec left, vous avez vraiment le produit. Imaginez, vous êtes en e-commerce. Voilà, des fois, il y a référence produit, tiret, libellé du produit, etc. Alors que les parties prenantes demandent, moi, je veux seulement extraire la référence de chaque produit. Donc, vous pouvez utiliser la fonction gauche pour vraiment indexer au début, ensuite d'aller vers la droite. Donc, pour extraire vraiment les caractères souhaités. Là aussi, c'est très pratique d'utiliser cette fonction dans ce genre de use case. Donc, on va utiliser ça. Les parties prenantes demandent d'utiliser donc la fonction left qui veut dire gauche sur la colonne statut afin d'extraire le texte en du produit P1. Donc, ici, on a en stock. Moi, je veux extraire le en qu'on a ici. Donc là, on a en stock. Maintenant, moi, je veux extraire seulement ce texte-là en. Moi, je veux extraire. Voilà. Maintenant, comment le faire? On va utiliser la fonction left, c'est-à-dire gauche. On va appeler gauche. Voilà, c'est un peu différent de gauche, qui veut dire de gauche. C'est un peu différent. On va utiliser gauche. Voilà, donc ça prend en argument le texte et le nombre de caractères. Donc le texte, c'est en stock. Maintenant, nombre de caractères, vu que la fonction va compter de la gauche vers la droite. Voilà, ça va commencer de la gauche vers la droite. Maintenant, s'il commence de la gauche vers la droite, moi, je veux seulement les deux premiers caractères. Je vais mettre deux seulement. Voilà, directement, j'ai le A que je veux sortir. Donc là aussi, c'est très, très pratique. Voilà, si on veut récupérer des éléments en début de chaîne, etc. Voilà, vous pouvez utiliser directement la fonction left ou la fonction gauche en français. Maintenant, on peut faire la même chose, utiliser la fonction right sur la colonne statut afin d'extraire le texte stock, voilà, du produit P2. Donc là, moi, je ne veux plus récupérer le A. Moi, je veux seulement récupérer le stock. Voilà, je veux seulement récupérer le stock. Tout à l'heure, on avait utilisé gauche. Là, on va utiliser droite pour essayer de compter, voilà, à partir de la fin jusqu'au caractère S. Donc, je vais commencer à compter du début jusqu'au S qu'on a ici pour vraiment extraire cette série de caractères qu'on a ici. Bon, je vais utiliser, je vais faire ceci. Voilà. Je vais faire égal droite
Je vais utiliser droite. Je lui donne le texte. Ensuite, je vais compter. Donc, stock. Moi, je remarque que stock, il y a 5 caractères. D'abord, on a le K, C, O, T, S. Donc, c'est 5 caractères à partir de la fin. Il y a 5 caractères. Donc, quand je vais mettre 5 caractères, je vais extraire le mot stock. Donc, je vais compter 5 caractères à partir de la fin. Donc là, j'ai le mot stop. Voilà. Donc là, c'est déjà bon. Donc, ces deux fonctions-là, c'est vraiment très simple comparé à MIT et STX qu'on va essayer de voir. Voilà. Maintenant, left commence de la gauche pour compter, ou bien pour extraire, pas compter pour extraire. Et right ou bien droite commence de la droite pour extraire, donc ce qu'on veut vraiment sortir. On a aussi une troisième fonction, mid. Maintenant, mid, c'est-à-dire compter à partir du milieu, etc., ou bien à partir vraiment d'un nombre qu'on va donner. Voilà. Maintenant, pour faire ça, les parties prenantes ont demandé d'utiliser la fonction mid sur la colonne statut afin d'extraire le texte en du produit P3. Par exemple, ici, P3, on a bientôt en rupture. Moi, j'ai besoin de ce en-là. Donc, moi, j'ai besoin d'extraire le en qu'on a ici, bientôt en rupture. Maintenant, je ne peux pas utiliser left, vu que ça va commencer ici. Je ne peux pas utiliser right, vu que ça va commencer ici. Donc, je vais utiliser STX. Voilà. Pour vraiment sortir le en. Donc, je vais appeler la fonction STX. Alors, ça prend en argument 3 éléments. D'abord, le texte, H10, c'est bon, virgule. Maintenant, numéro de départ. Donc, moi, je vais commencer à compter à partir d'où. Donc, je vais essayer de compter. D'abord, nous avons le B, I, E, N, T, O, T, espace. Donc, l'espace aussi, c'est une chaîne de caractères. Des fois aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont penser que l'espace, c'est pas très important. Alors que l'espace, c'est une chaîne de caractères. Alors, il faudra toujours veiller à ça. Donc, d'abord, nous avons B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, moi, je vais commencer à compter à partir de la 9e position, vu que le E du 1 se trouve à la 9e position. Voilà, donc je vais mettre 9, virgule. Maintenant, le nombre de caractères, moi, je veux extraire 2 caractères. Donc, tu commences à compter à partir de la position 9. Maintenant, quand tu te trouves à cette position 9, compte 2 caractères, c'est-à-dire le 1, le E, c'est un caractère, le N aussi, c'est un caractère. Donc, compte-moi 2 caractères. Voilà, directement, j'aurai les 2. Donc là, j'ai sorti le 1. Donc, des fois aussi, vous pouvez avoir ce genre de use case. Voilà, compter à partir de la gauche, compter à partir de la droite, ou bien extraire des caractères qui se trouvent au milieu. Si vous avez aussi des questions pour cette partie. Voilà, Cheikh a dit cette fonction, j'utilisais le remplissage instantané. D'accord, donc tu pourras utiliser cette fonction. Ok, Nima, allez-y. Moi, je voulais savoir si on a plusieurs mots. Si on a plusieurs mots où? Par exemple, au niveau des statuts, Mhm, pour gauche, droite ou milieu, là, on a mhm, 2 mots. Si on a plusieurs mhm. mots qui s'alignent, quoi. Compter de la droite vers la gauche, comment on fait? Maintenant, là, par exemple, il faudra juste, voilà, comme ici. Maintenant, l'argument de cette fonction, donc peu importe le nombre de mots, donc il faudra toujours identifier d'abord le nombre de caractères que tu vas compter. Des fois aussi, ça va dépendre aussi des arguments, vu que chaque fonction aussi a ses propres caractéristiques. Donc, avec le gauche qu'on a utilisé, c'est juste pour extraire des valeurs qui se trouvent donc en début. Donc, ensuite, tu donnes seulement le nombre de caractères à compter. Voilà, par exemple, ici, même si on avait, par exemple, je vais faire, même si on avait un, voilà, jusqu'à la fin. Donc, moi, cette fonction-là, moi, je vais extraire seulement les 2 en qu'on a ici. Donc, vu que j'ai déjà identifié le nombre de caractères. Voilà, donc ça compte vraiment à partir de la gauche.
Voilà. Ou bien au début, voilà, pour excès le nombre de caractères que vous avez spécifié. Des fois aussi, je peux donner 4 caractères, ça va sortir vraiment les 2 1, etc. Donc maintenant, ça va dépendre aussi. Donc chaque fonction a vraiment ses réalités. Chaque fonction a ses caractéristiques. Des fois aussi, quand on fait double-clic sur la fonction, vous pouvez avoir donc ce genre de. Des fois aussi, pour voir des exemples, etc. Voilà, il faudra toujours essayer de voir quels sont les arguments que prend cette fonction. Voilà, des fois aussi, vous avez aussi la traçabilité. Vu que Microsoft, côté documentation, ils sont très transparents. Vous pouvez avoir ici des exemples, le nombre de caractères, ou bien le nombre même d'arguments que prend cette fonction. Voilà, là, vous avez la documentation. Maintenant, faites aussi la même chose. Donc, chaque fonction, essayez vraiment de voir les caractéristiques, c'est-à-dire elle prend quoi en argument, etc. Ça va vous aider. Maintenant, il y a d'autres fonctions aussi qui seront différentes. Donc, ça va dépendre aussi du use case. Voilà. Ok, merci beaucoup, Nima. Voilà, donc là, c'est déjà bon pour ces fonctions. Maintenant aussi, il y a d'autres fonctions très, très, très importantes, c'est-à-dire upper, lower and proper. Upper, ça veut dire majuscule, lower, minuscule. Maintenant, il y a proper, c'est-à-dire non propre. Des fois aussi, avant l'exemple de Cheikh, donc je prends toujours l'exemple de Cheikh. Maintenant, Cheikh, imaginons Cheikh, quand il écrit, donc, il va mettre minuscule, majuscule, donc en début de lettre, en fin de lettre. Il va mettre partout des minuscules et des majuscules. Là, ce n'est pas très recommandé. Soit vous utilisez du camel case, soit vous utilisez du snake case. Maintenant, quand on veut rendre tout ça au propre, vous pouvez utiliser la fonction non propre ou bien la fonction propre. Ça peut vous aider aussi à aller très, très vite. Voilà. Maintenant, on va utiliser la fonction up pour mettre en majuscule. Donc, une cellule. Maintenant, utiliser la fonction majuscule. Je vais appeler la fonction majuscule ici. Moi, je vais mettre en majuscule le en stock qu'on a ici. Moi, je vais mettre ça en majuscule. Voilà. Maintenant, pour mettre ça en majuscule, il faudra juste appeler la fonction majuscule et donner directement le texte. Donc, directement, il va mettre en stock en majuscule. Voilà. Là, c'est déjà bon. On peut faire la même chose aussi pour minuscule. Maintenant, il faudra faire la différence entre min et minuscule. Le min qu'on a ici, c'est minimum, c'est un peu différent. Voilà, il faudra toujours descendre sur le minuscule. Ensuite, tabuler. Voilà, maintenant, il faudra juste donner le texte. Je vais mettre le tout. Voilà, donc là, on a en stock le tout en minuscule. Voilà, là, c'est déjà bon. Maintenant, propos, ça veut dire, imaginez ici la chaîne, on a bientôt début de mot majuscule. Le 1, c'est en minuscule. Rupture, c'est en majuscule. Maintenant, propre va rendre propre, c'est-à-dire qu'on va vraiment rendre propre cette chaîne. Il va mettre majuscule. Chaque début de mot, il va mettre ça en majuscule. Voilà, ça sera beaucoup plus explicite. Des fois, vous pouvez avoir ce genre de use case. Au lieu de faire ça manuellement, imaginez, vous avez beaucoup de cellules à corriger sur vraiment des milliers de lignes. Faire ça manuellement, ça sera un peu difficile. Imaginez les prénoms et les noms. Des fois aussi, vous pouvez mettre chaque début de mot majuscule. Vous pouvez utiliser directement la fonction non propre, c'est-à-dire propre. En français, non propre. Maintenant, vous lui donnez directement cette chaîne. Maintenant, cellule. Voilà. Donc, il va mettre bientôt le B en majuscule, le A, le E en majuscule. Rupture, c'était déjà fait. Je vais le R en majuscule. Des fois aussi, ces trois fonctions aussi peuvent vraiment vous aider. Upper pour mettre en majuscule, lower pour mettre en minuscule, maintenant proper pour mettre majuscule en début de mot ou bien, etc. Là, c'est déjà bon. Il nous reste des fonctions. Voilà. Maintenant, là, on a les fonctions now, today, maintenant ou bien aujourd'hui. Donc, now comme maintenant et today comme aujourd'hui. Des fois aussi, quand on manipule des dates ou bien des heures, cette fonction-là, ça peut vous aider.
Maintenant, il faudra toujours faire très attention. Vu que manipuler sur Excel des dates et des heures, ça peut avoir aussi quelques soucis de performance. Quand on va utiliser, par exemple, la fonction now, qui va vraiment donner l'heure exacte en temps réel. Des fois aussi, ça peut vraiment ralentir votre feuille Excel, etc. Maintenant, les heures aussi et les dates, ça peut différer des fois. Donc, ça va dépendre aussi de la région. Voilà, vu qu'en français, on a jour, mois, année. En anglais, on a months, day, years. Voilà, ça aussi, faudra faire très attention à cela. Maintenant, la fonction now, qui veut dire maintenant, renvoie l'heure et la date actuelle. Voilà, en temps réel, il va te donner l'heure et la date. Donc, vraiment, si vous avez des soucis de connexion, des fois aussi, voilà, ça peut jouer. Donc, ça peut vraiment ralentir votre feuille Excel. Donc, c'est des fonctions aussi à utiliser donc, de manière objective. Voilà, vu que les dates et les heures, là, ça peut vraiment ralentir des fois votre feuille Excel. Maintenant, la fonction today qui vous dit aujourd'hui renvoie uniquement la date actuelle, c'est-à-dire la date d'aujourd'hui. Maintenant, on peut, à partir de now ou bien today, extraire le jour, le mois, l'année, les heures, les minutes, donc de n'importe quelle date et heure. Voilà, donc ça aussi, ça peut permettre des fois aussi de manipuler quand vous êtes au niveau des séries temporelles, quand vous manipulez voilà, beaucoup de chiffres, beaucoup de dates, vous pouvez utiliser ce genre de fonction pour aller très vite. Donc, imaginez ici comme use case, donc la date de vente, on va essayer d'avoir la date d'aujourd'hui et l'heure actuelle. Maintenant, pour faire ça, je vais me pointer ici. Je vais appeler la fonction now, c'est-à-dire la fonction maintenant. Maintenant, quand je vais tabuler, donc maintenant, c'est une fonction. Maintenant, ça ne prend pas d'argument. Des fois aussi, il y a des fonctions sur Excel. Des fonctions donc, qui prennent des arguments. Il y a aussi des fonctions qui ne prennent pas d'arguments. Il faudra toujours faire cette petite différence. Donc, ce n'est pas obligatoire d'avoir toujours des fonctions avec des arguments. Il y a des fonctions qui ne prennent pas d'arguments, comme les fonctions, comme la fonction qu'on a ici maintenant. Voilà. Maintenant, quand je vais valider, donc en ce moment, il va donner l'heure, la date et l'heure actuelle qu'on a en temps réel. Vous voyez que là, on a cette valeur. Maintenant, à partir de cette valeur, moi, je peux extraire la date. Je peux extraire d'abord la date, je peux extraire le jour, je peux extraire le mois, je peux extraire l'année. Donc, on va essayer d'extraire la date. Donc, je vais faire ça. Imaginez, je fais aujourd'hui et je donne ça en argument. Donc, ça n'a pas marché. Donc, on peut utiliser, supposons, on ne peut pas utiliser directement la fonction aujourd'hui, directement sur le now. Maintenant, pour avoir la date d'aujourd'hui, il faudra utiliser cette deuxième fonction qu'on a, today. Voilà, pour avoir la date d'aujourd'hui seulement. Voilà, donc ces deux fonctions sont différentes. Donc, now te donne la date et l'heure. Maintenant, aujourd'hui, ça te donne directement la date. Donc, moi, je vais utiliser aujourd'hui sans argument. Donc, on voulait avoir la date d'aujourd'hui en fonction de ce qu'on a ici, mais on ne peut pas indexer. Donc, il faudra toujours utiliser aujourd'hui comme ça et donner pour sortir vraiment la date. Voilà. Donc là, on a la date d'aujourd'hui. Maintenant, imaginez, moi, à partir de la date d'aujourd'hui, je veux sortir le jour, le mois et l'année. Ça aussi, c'est des use cases que vous pouvez avoir. Maintenant, pour faire ça, il y a une fonction qui s'appelle jour. En anglais, ça s'appelle day. Maintenant, j'appelle la fonction jour et je lui donne un paramètre, la date de vente qu'on a ici. Je ferme la parenthèse. Donc, je suis au 1er jour, c'est-à-dire le 1er septembre. Je peux faire aussi la même chose pour sortir le mois. Donc, j'appelle la fonction mois et je lui donne la date en paramètre numéro de série. Date. Et je ferme. Donc là, 9e mois, c'est déjà bon. Maintenant, je veux sortir aussi l'année. Faire égal année. Et je donne un paramètre la date. Et je ferme. Donc, on a 2024. Maintenant, pour aller très vite, on pouvait faire la même chose. Imaginez, donc j'appelle la fonction day.
Pour avoir vraiment le premier jour, je donne day. Ensuite, j'appelle aujourd'hui à l'intérieur. Donc, directement, j'aurai, voilà. Parce qu'il y a 2 paramètres de trop. Non, c'est pas day, c'est jour. Donc, à ce moment, je suis en train de mélanger Excel en français, Excel en anglais. Voilà. Donc, on aura 1. Voilà. Donc, ça aussi, un raccourci, vous pouvez l'avoir. Donc, jour, directement, aujourd'hui, imbriqué. Des fois aussi, on peut avoir des fonctions imbriquées. Voilà. Ça aussi, vous pouvez avoir la même chose. Donc, au lieu de jour aussi, vous pouvez mettre directement mois. Voilà, pour avoir le mois, etc. Mais là, manipuler les fonctions now, par exemple, ça va bouffer vraiment en mémoire, vu que ça va s'actualiser en temps réel. Donc, il faudra vraiment utiliser ça de manière réfléchie et de manière objective aussi. Donc, il faudra vraiment faire attention à cela quand vous utilisez la fonction maintenant. Donc, à chaque fois, il va s'actualiser en temps réel. Donc, si vraiment vous avez des soucis de connexion, des soucis de performance, ça peut vous jouer vraiment des tours. Voilà. Il faudra toujours faire très attention à cette fonction qu'on a ici maintenant. Voilà. Donc, là, c'est déjà bon. Et si vous avez des questions aussi pour ces fonctions-là, n'hésitez pas vraiment à m'interrompre ou bien mettre directement sur le chat. Donc, comme ça dit, Excel, vraiment, c'est tellement puissant. Donc, ça aussi, c'est les use cases. Vous voulez à chaque fois de mettre la date d'aujourd'hui pour calculer des fois. Donc, mettez toujours dans cette série aujourd'hui. Maintenant, chaque jour, ça va s'incrémenter, etc. Voilà. Après, on a la fonction jour, ou bien days. Tout à l'heure, on avait utilisé jour sans S pour sortir la date ou bien le numéro du jour qu'on a ici. Maintenant, c'est un peu différent avec days, jour avec S. Voilà, c'est 2 fonctions. D'abord, on a la fonction day sans S. Maintenant, il y a la fonction days avec S. Là, c'est pour calculer le nombre de jours qu'on a entre 2 dates. Voilà, le nombre de jours qu'on a entre 2 dates. Parce que ça, je pourrais même l'effacer et mettre ici d'autres dates. Voilà, moi, je vais faire incrémenter pour que ça ne s'incrémente pas. Je vais prendre des exemples. Je vais mettre ici. Voilà, 17. Je vais mettre ici 17. Je vais mettre ici 15. Voilà. Donc, days ou bien jours permet de calculer le nombre de jours entre 2 dates. Donc, il y avait aussi une fonction qui s'appelait datediff. Maintenant, à ce moment, datediff, Excel est entré d'enlever cette fonction-là. Voilà. Omar a posé une question. Les fonctions utilisées sur Excel ont la même logique que les fonctions en programmation. Exactement. Donc, c'est presque la même chose. Donc, c'est vraiment la même logique, vu que même en programmation, donc on a les fonctions prédéfinies sur Excel. Même aussi sur Excel, il y a un autre langage qu'on appelle DAX. Quand vous allez faire vraiment de l'analyse de données avec vraiment la business intelligence, etc. Sur DAX, là aussi, avec les tables de croisées dynamiques, donc directement sur la table, vous pouvez manipuler du DAX. Là aussi, c'est des fonctions déjà prédéfinies. Donc, il y a la bibliothèque de fonctions DAX. C'est la même chose. Donc, la logique programmation. Donc, maintenant, si vous avez vraiment le background vraiment en programmation, là, utilisez ces fonctions. C'est seulement la logique. Donc, des fois aussi, les parties prenantes peuvent vous demander vraiment une fonction très longue. Maintenant, vous prenez juste votre papier. Ensuite, écrivez la fonction, vraiment sujet, verbe, complément. Donc, vous écrivez, les parties prenantes m'ont demandé de calculer le prix unitaire ou bien de voir si le produit est en stock ou pas. Donc, écrivez ça de façon vraiment très simple, sujet, verbe, complément. Maintenant, ça va vous aider à implémenter cette fonction. Donc, maintenant, si vous avez une fonction qui demande beaucoup d'éléments à sortir, il faudra découper cette fonction en de petites portions. Donc, de commencer par le plus simple. Si ça marche, vous essayez de mettre d'autres conditions pour essayer de vérifier. Donc, parallèlement. Maintenant, évitez vraiment d'écrire toute la fonction, ensuite de vérifier. Essayez vraiment, si vous avez vraiment un problème, de découper le problème en de petites portions. Ça va vous aider vraiment à voilà, implémenter cette fonction. Voilà. Maintenant, la programmation aussi, là aussi, ça va revenir sur Excel, vu que ces fonctions-là, on va manipuler voilà, des arguments, des paramètres, des fois faire imbriquer des fonctions, etc. Maintenant, si vous avez vraiment cette logique en programmation,
Voilà, ça va vous aider vraiment à exceller sur Excel. Donc là, on va utiliser la fonction days. C'est différent de la fonction day. Maintenant, days avec S, ça calcule le nombre de jours entre deux dates. Maintenant, il y avait une fonction qui s'appelait datediff. Là aussi, sur Excel, on avait cette fonction datediff. Maintenant, à ce moment, Excel est en train d'enlever ça, vu que quand on va rechercher datediff, ça ne va pas afficher. Voilà. Mais ça marche toujours. On peut toujours utiliser datediff, mais à ce moment, on n'a plus datediff sur la liste. Maintenant, pour faire la différence, on va utiliser la fonction days pour voir l'écart entre la date de commande et la date de livraison. On va utiliser la fonction days. Maintenant, days, son équivalent en français, c'est jour avec S. Maintenant, c'est un peu différent de cette première fonction. Maintenant, jour sans S, ça donne le jour du mois, c'est-à-dire un nombre entre le 1er et le 31. Alors que jour avec S, ça calcule le nombre de jours entre deux dates. On a fait la petite différence entre ces deux fonctions. Donc, nous, on va utiliser jour avec S. Maintenant, il y a date de fin. Date de fin, donc c'est la date de livraison, virgule, et date de commande. Je vais faire. OK. Donc, entre la date de commande et la date de livraison, donc il s'est passé 46 jours. On a vraiment 46 jours entre ces deux dates. Des fois aussi, vous pouvez avoir ce genre de use case. Au lieu de faire ça manuellement, donc utilisez seulement la fonction jour avec S. Vous donnez la date de fin, c'est-à-dire la date finale, et date de début. Donc, vous avez ce rendu. Maintenant, il y avait une fonction datediff. Donc, datediff aussi, ça faisait la même chose. Maintenant, je pense que même jour est beaucoup plus simple. Des fois, datediff, là, ça peut jouer de tour de magie avec la version en français et la version en anglais. Voilà, ça aussi, vous pouvez avoir ce genre de use case. Je pense que même datediff, si je n'ai pas oublié la fonction, je pense que c'était ça, datediff. Ensuite, datediff, tu donnais ça, je pense, et la deuxième. Ensuite, tu disais que c'était en days. Voilà. Maintenant, ça, c'est pas un nombre. Vous donnez ça. Un nombre, ça ne va pas passer. Vraiment, ça devait même passer, datediff. Donc, ça passe toujours pas. Voilà, donc après, je vais essayer de voir la documentation pour essayer de voir. Maintenant, datediff aussi, ça marchait. Maintenant, Excel est en train d'enlever ça. Parce que quand on recherche, des fois, des fonctions, ça va passer. Maintenant, datediff, ça se trouve sur Excel. Donc, vraiment, utilisez toujours jour avec S pour essayer de voir la différence ou bien le nombre de jours qui se trouvent entre deux dates. Voilà. Donc, Excel aussi est en train d'évoluer. Donc, avec les versions, par exemple, en ce moment, il est beaucoup plus recommandé d'utiliser vraiment Excel 2016 et aussi les versions supérieures à 2016. Maintenant, si vous utilisez toujours du Excel 2013, là, il faudra éviter, vu qu'en ce moment, avec les tâches qu'on a en analyse de données, donc les fonctions ont évolué, les tâches ont évolué, etc. Donc, essayez toujours d'avoir Excel avec la version 2016 et supérieure à 2016. Maintenant, Excel 2013, ça, il faudra vraiment éviter. Voilà. Maintenant, si vous avez aussi l'occasion ou bien la chance d'avoir aussi Excel 365, là c'est vraiment mieux vu qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui vont revenir côté analyse de données et côté visualisation. Maintenant, quand vous allez rechercher une fonction, alors que ça ne se trouve pas sur la liste qu'on a ici, sachez qu'en ce moment, cette fonction n'est plus recommandée. Bien, Excel est en train d'enlever cette fonction dans les autres versions antérieures. Voilà. Maintenant, par souci de performance, ces fonctions-là peuvent toujours marcher, mais ce n'est pas toujours recommandé, comme le cas de datediff qu'on avait tout à l'heure, et le cas de quand on faisait l'arrondi supérieur, plafond, etc., et floor, ceiling, floor, etc. Il faudra toujours faire très attention à cela. Voilà, donc là aussi, vous pouvez faire la même chose, descendre le truc, et voilà, vous avez ici 47. Voilà. Là, c'est déjà bon. Maintenant, on va passer à la fonction VLOOKUP. Donc, je pense que c'est la meilleure fonction Excel. Pour moi vraiment, c'est la meilleure fonction Excel. Donc, ça aussi, c'est mon avis. Donc, c'est vraiment la meilleure fonction Excel.
vu que ça te permet vraiment d'aller très vite dans beaucoup de tâches. Donc, moi, personnellement, dans beaucoup de projets ou bien dans beaucoup de use cases, j'utilise cette fonction. Donc, recherche ou bien VLOOKUP. Voilà, ça aussi, il faudra toujours aimer. Maintenant, le début, ça sera difficile donc d'être à l'aise avec cette fonction. Maintenant, il faudra toujours essayer encore, essayer encore. Donc, ça, après, avec la pratique, vous allez voilà, vous familiariser avec cette fonction. Maintenant, VLOOKUP, il faudra vraiment suivre cette fonction, VLOOKUP ou bien recherche V. Voilà, ça aussi, c'est vraiment une fonction à maîtriser. Donc, ça, il y a même pas de secret. Ça, cette fonction, c'est la fonction vraiment à maîtriser pour aller très vite en Excel. Le VLOOKUP ou bien la recherche V. Donc, VLOOKUP recherche la valeur dans la colonne la plus à gauche du tableau et renvoie la valeur de la même ligne dans les colonnes spécifiées. C'est-à-dire, donc, imaginez ici, j'ai d'abord la liste des produits, c'est là. Imaginez, les parties prenantes me donnent une autre liste qu'on a ici, avec seulement, pas tous les produits, mais juste cette liste-là. Donc, les parties prenantes me demandent de mettre à jour la catégorie et le prix. Maintenant, vous allez imaginer, en ce moment, on a une petite base de données. Donc là, ça sera plus facile de rechercher, copier, coller et mettre la catégorie. Donc, imaginez, vous avez des milliers de lignes ici, en bas. Donc, vous avez des milliers de lignes. Au lieu de faire ça manuellement, donc vous allez vraiment perdre du temps. Et des fois même, vous allez même abandonner cette tâche. Voilà, donc il faudra toujours utiliser la recherche. Donc, ça permet vraiment de rechercher donc, une valeur et d'avoir vraiment une sortie avec les conditions que vous allez mettre. Maintenant, les paramètres de VLOOKUP, bien recherche V. D'abord, nous avons la valeur à rechercher. Donc, c'est ce que je veux rechercher, la valeur à rechercher. Je vais me pointer sur ça. Ensuite, on a le tableau, c'est-à-dire la matrice ou bien la plage. Donc, je vais identifier là où je vais chercher cette valeur, c'est-à-dire la matrice ou bien le tableau entier, etc. Maintenant, l'indice, ça veut dire, donc, moi, la valeur recherchée, donc il y a un élément que je veux sortir. Donc, l'élément là, ça se trouve dans une colonne. Donc, il faudra identifier l'indice de cette colonne-là. Voilà. Il faudra identifier l'indice de cette colonne-là. Ensuite, ça sera fait. Ensuite, vous aurez true or false pour vraiment voir est-ce qu'il y a ce qu'on appelle, si vous voulez vraiment la valeur exacte ou bien si vous voulez vraiment ce qu'on appelle une valeur approximative, etc. Donc, ça aussi, il faudra toujours faire attention à cela. Voilà. Donc, on va utiliser la fonction recherche IV. Donc, imaginez ici, on a référence produit P10, P2, P8, P9 et ensuite P2 encore. Donc, les parties prenantes demandent de mettre à jour la catégorie et le produit. Maintenant, pour faire ça, je pourrais manuellement voir P10, c'est quoi ça, catégorie A, je copie et je colle. Donc, ça va passer, mais imaginez, vous avez beaucoup de produits à renseigner, etc. Donc, vraiment, cette tâche, ça sera vraiment très lourd. Maintenant, pour éviter ça, vous pouvez utiliser directement la recherche V. Donc, on va utiliser la recherche V. Donc, on va appeler égal recherche V. Maintenant, il y a aussi la recherche H, ce qu'on appelle la recherche H, c'est-à-dire HLOOKUP. Maintenant, il y a VLOOKUP et HLOOKUP. Maintenant, la différence, VLOOKUP, ça cherche de manière horizontale. Voilà. Ça recherche de manière verticale, du moins, le VLOOKUP. Le V, ça veut dire vertical. Donc, VLOOKUP, ça recherche de manière verticale, c'est-à-dire il va rechercher P1, descendre comme ça, P2, etc. Donc, il va descendre comme ça. Alors que le HLOOKUP, imaginez, on avait pivoté ce tableau. Les P1, P2 seraient donc format quoi? Voilà, je vais le chercher comme ça. Donc, des fois aussi, vous pouvez avoir un tableau qui est pivoté. Donc, les lignes deviennent des colonnes, les colonnes deviennent des lignes. Là, il faudra utiliser le HLOOKUP. Comme ça, ça va rechercher aussi de manière verticale, etc. Voilà, HLOOKUP de manière horizontale. Voilà, vu que HLOOKUP, ça va rechercher comme ça. Alors que VLOOKUP, ça va rechercher comme ça. Voilà. Maintenant, il faudra toujours faire attention. Ensuite, VLOOKUP, ça va faire de la gauche vers la droite. Donc, tout ça, on va essayer de voir ça. Donc, j'appelle la fonction recherche V.
Donc, moi, je dis à la fonction, la valeur recherchée en ce moment, c'est P10. Donc, je sélectionne P10 qui se trouve à la cellule I8. C'est déjà bon. Je fais virgule. Voilà, la fonction me dit quelle est la table de matrice. Voilà, donc, quelle est la table de matrice? Donc, la table de matrice, donc c'est notre base de données qu'on a ici, cette base de données-là. Maintenant, quand vous sélectionnez la base de données, assurez-vous de pointer au niveau de la valeur recherchée. En ce moment, la valeur recherchée, la valeur cherchée, donc c'est la référence. Moi, je me pointe sur la référence. Donc, le tableau que je vais indexer, ça doit commencer sur cette valeur-là. Donc, en ce moment, j'indexe les deux tableaux avec la colonne qu'elles ont en commun. Donc, ces deux colonnes-là, ces deux tableaux, par exemple, je vais reprendre ces deux tableaux-là. Donc, elles ont en commun, voilà, elles ont en commun la référence produit. Donc, pour rechercher, je dois me pointer sur la référence produit. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Recherche V, valeur à chercher P10, virgule, la matrice. Donc, la matrice ne doit pas commencer par ID, vu que ID n'est pas ce que j'indexe. Donc, la valeur à rechercher, c'est au niveau de cette colonne. Donc, la matrice doit commencer par cette colonne-là, vers la fin. Des fois aussi, vous pouvez même, vu qu'on a besoin de la catégorie, on pourrait même arrêter ici. Donc, moi, je vais prendre le tout. Voilà, juste pour vous montrer. Donc, maintenant, on a sélectionné la matrice. Vu qu'en ce moment, je me pointe sur la référence produit. Donc, maintenant, si j'avais commencé sur le ID et sélectionné le tout à partir du ID, ça ne va pas passer. Vu que VLOOKUP, ça commence, ou bien ça commence de la gauche vers la droite. Donc, la valeur cherchée, donc ça doit être la première colonne à choisir. Par exemple, ici, la valeur cherchée, c'est P10. Mais la P10, cette référence-là, c'est au niveau de la colonne D. Donc, quand je vais choisir la matrice, je vais commencer par cette colonne-là, au lieu de ID. Voilà, donc il faudra toujours faire aussi cette petite différence, vu que des fois aussi, il y a des personnes, ils vont écrire donc une bonne formule. Maintenant, c'est au niveau de la table de matrice qu'ils ont des erreurs, vu qu'ils n'ont pas pointé, ou bien ces personnes n'ont pas pointé directement sur vraiment la colonne. Voilà. Maintenant, il faudra toujours avoir d'abord la valeur à chercher. En ce moment, la valeur à chercher, c'est P10. Maintenant, P10, au niveau de cette table, mais de cette tableau, P10 se trouve à la colonne D. Donc, moi, quand je vais sélectionner la matrice, je vais commencer au niveau de cette colonne-là. Voilà, pour sélectionner le tout. Là, c'est déjà bon. Je peux mettre virgule. Maintenant, les parties prenantes demandent d'extraire la catégorie. Donc, en ce moment, la catégorie, j'ai déjà sélectionné la matrice. Maintenant, la catégorie se trouve à l'index 2. Par exemple, j'ai sélectionné comme matrice référence produit, catégorie, prix unitaire, quantité. Maintenant, la première colonne, c'est référence produit, c'est la colonne 1. La deuxième colonne, c'est la catégorie, colonne 2. Maintenant, pour avoir cette valeur, parce que les parties prenantes ont besoin de la catégorie renseignée, donc je vais mettre 2. C'est déjà bon. J'ai fait le virgule. Maintenant, il y a ce qu'on appelle valeur exacte. Des fois aussi, si ce que vous recherchez ne se trouve pas dans le tableau, ou bien sa valeur ne se trouve pas dans le tableau, Excel va prendre la valeur approximative. Voilà. Des fois, ça marche aussi si vous avez des chiffres. Il va prendre vraiment le chiffre le plus proche s'il ne trouve pas ce que vous voulez exactement. Maintenant, nous, on va utiliser réponse exacte. Comme ça, on aura vraiment la valeur recherchée. Donc, on ne recherche qu'une valeur exacte. Voilà. On va utiliser exact. Donc, on va mettre faux. Voilà, vous pouvez mettre directement faux. Voilà. On va mettre faux et fermer la parenthèse. Donc là, c'est déjà bon. Donc, on a sorti la catégorie du produit P10. Donc, c'est A. Je pense que P10, c'est ici. Donc, vous voyez qu'il a sorti cette catégorie de manière très, très simple. Voilà.
Donc, si vous avez aussi des blocages, je peux reprendre aussi. Donc, maintenant, pour reprendre cette fonction, je vais essayer de reprendre. Comme ça, s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas suivi. Voilà, maintenant, pour faire la recherche, donc moi, je veux sortir la catégorie de P10. Maintenant, au lieu de faire ça manuellement, cette catégorie se trouve dans cette liste-là. Donc, moi, je vais faire ça de manière automatique. Maintenant, pour faire ça, il y a une fonction qui s'appelle recherche V qui va indexer, donc, qui va voir entre ces deux tableaux-là quels éléments ils ont en commun. En ce moment, vous voyez qu'ici, il y a référence produit, ici, il y a référence produit. Donc, je peux indexer ces deux tableaux avec la colonne qu'elles ont en commun. Donc, moi, je vais appeler la fonction recherche V. Maintenant, la valeur à chercher, ça sera P10, virgule, la table matrice. Maintenant, la table de matrice, pour sélectionner ça, je ne peux pas commencer par ID. Parce qu'en ce moment, je suis en train de rechercher les P1. Donc, il faudra commencer sur la colonne où se trouve la valeur cherchée. Voilà, ça, c'est pas ID. Si vous allez commencer à sélectionner par ID, ça ne va pas marcher. Maintenant, l'idéal, c'est de commencer à sélectionner par voilà, la valeur cherchée. Voilà, là, on a sélectionné cette table. Maintenant, virgule. On peut avoir l'index aussi. Maintenant, moi, j'ai besoin de la catégorie. Maintenant, la catégorie se trouve à l'index 2, c'est-à-dire à la deuxième colonne de la matrice que j'ai sélectionnée. C'est un peu différent du tableau. Parce que le tableau, ça commence par ID. Moi, en ce moment, ce que j'ai sélectionné, ça commence par référence produit. Donc, on doit faire aussi cette petite différence entre ce que vous avez sélectionné et les données de base. Donc, la catégorie se trouve à la deuxième position de la matrice que j'ai sélectionnée. Je vais mettre 2, virgule. Maintenant, il va me proposer de mettre soit la valeur exacte ou bien la valeur approximative. Donc, moi, je vais mettre faux. Faux, ça veut dire valeur correspondante exacte. Et je ferme la parenthèse. Donc là, j'ai le résultat. Voilà. Vous voyez que là, c'est déjà bon. Voilà. Donc, je pense que même là c'est valeur proche. Ici, là, sur la documentation que j'ai écrite, là, c'est valeur proche. Voilà, valeur proche. Voilà. Maintenant, imaginez, je veux la même chose aussi pour P2, P8, etc. Donc, je peux descendre la fonction et ça va marcher. Maintenant, vous avez remarqué, en ce moment, pour ce cas-là, on a sorti P2, il a réussi à sortir la catégorie. Mais en bas, P2, il n'a pas réussi à sortir la catégorie. Il a mis NA, donc not a number, etc. Donc, il y a une erreur en bas. Maintenant, pour corriger cette erreur-là, il faudra toujours faire attention au VLOOKUP. Maintenant, quand vous faites VLOOKUP, quand vous glissez des fois cette fonction, la plage peut s'incrémenter, c'est-à-dire la table matrice peut s'incrémenter. Par exemple, ici, on a comme table matrice, on a D7 jusqu'à G15. Là, c'est déjà bon. Donc, maintenant, imaginez pour le B, ça a incrémenté D8, G18. Voilà. Donc, vous voyez que en ce moment, ça ne sélectionne plus. Donc, ça commence par P2. En bas, la sélection commence par P4. Donc, maintenant, pour éviter ce genre d'erreur-là, il faudra mettre des références absolues. C'est-à-dire de fixer la plage. Maintenant, quand vous allez incrémenter, des fois, la plage peut bouger. Vu que Excel, avec les incrémentations, là, ça aide des fois, mais des fois aussi, ça peut jouer des tours de magie. Donc, maintenant, pour fixer ça, c'est vraiment très, très simple comment faire ça. Donc, il faudra juste mettre une référence absolue. Maintenant, en Excel, comment mettre une référence en absolu? Il faudra toujours mettre le $. C'est-à-dire, vous avez D7, G17. Maintenant, je dois mettre $D, $7, $G, $17. Comme ça, entre le D et le 7, je dois mettre $ pour fixer vraiment cette colonne. C'est comme les variables, c'est comme les constantes qu'on a en programmation. Donc, une constante, ça évolue pas, alors qu'une variable, ça peut évoluer. Donc, c'est la même chose comme ce qu'on a en programmation. Des fois aussi, quand on tire les fonctions vers le bas, Excel va incrémenter cette plage. Donc, alors que moi, je veux seulement indexer cette plage pour vraiment avoir le bon rendu. Donc, je vais mettre ici
$, $D, $7. Là aussi, je mets $G et $17. Comme ça, je vais dire à Excel, n'incrémente pas ma matrice. Voilà, donc je vais dire à Excel, n'incrémente pas ma matrice. Puis qu'à chaque fois, quand je vais descendre la fonction, ça va mettre D8, G18, D9, G19, etc. Alors que ça va apporter, ou bien ça va même créer des erreurs. Donc, il y a aussi des manières de dire à Excel, n'incrémente pas, prends seulement cette plage-là de manière unique, ou bien de manière constante. Voilà, donc je vais valider. Donc là, quand je vais glisser le P2, voilà, ça va sortir. Donc, vous voyez qu'en ce moment, il n'y a plus d'erreur, vu que la plage maintenant est fixe. Tout commence par la référence. Voilà. Donc, ça aussi, il faudra toujours faire attention à cela quand vous utilisez la recherche verte. Allez-y, Serigne Abdou. Oui, en fait, je voulais savoir, pour le dollar, c'est F4 qui donne ça ou qui? Voilà. Pour le dollar, vous pouvez juste spécifier. Donc, mettre seulement le symbole dollar ici. Voilà, dollar. Par exemple, c'était D7 seulement. La cellule, c'était la plage, c'était D7, 2.G17. Maintenant, quand je vais laisser comme ça, quand je vais tirer la formule, Excel va incrémenter D8, G18, D9, G19, etc. Et ça va fausser la recherche, vu que la plage ou bien la matrice sélectionnée, ça doit être fixe. Ça ne doit pas bouger. Même quand on tire la fonction, cette matrice ne doit pas bouger. Donc, pour éviter ça, il y a le symbole dollar qu'on met pour vraiment dire à Excel, donc, n'incrémente pas. Donc, prends cette colonne-là, ou bien ces cellules-là, cette plage-là de manière constante pour tous les autres éléments qu'on aura en bas. Voilà. Donc, ce qu'on va... Quelle touche donne le... Allô? Monsieur Diagne? Quelle touche? Allez-y. Donne le symbole dollar. Moi, en ce moment, j'ai AZERTY. Donc, c'est après le P. Essayez de voir après le P. Bonjour tout le monde, excusez-moi. Vous pouvez aussi utiliser la touche F4. F4, voilà, pour F4, avoir directement oui. la référence. C'est ça. Merci, Voilà, merci ça permet de... Voilà. Voilà, donc merci beaucoup. Je pense que c'est Mbaya. Ok, donc merci beaucoup. Donc, vous pouvez même utiliser aussi la fonction, la touche F4, comme ce que Mbaya a dit. Voilà, donc ça aussi, ça va vous permettre d'aller très vite. Maintenant, il faudra toujours garder en tête, des fois, la recherche fait pour jouer des tours de machine. Voilà, donc il faudra toujours voir vraiment ce que vous avez indexé. Est-ce que c'est bon ou pas? Des fois, il faudra toujours vérifier donc, vos fonctions. Voilà. Maintenant, la recherche fait des fois aussi. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas, des fois, il y a des erreurs. Il faudra toujours après voir, voilà, la fonction. Est-ce que la plage est déjà bien faite? Est-ce que la valeur indexée, c'est déjà correct, etc. Donc, on a fait pour la catégorie. On peut faire la même chose aussi pour le prix. Donc, moi, je veux sortir le prix en fonction de la référence. Donc, j'appelle seulement la recherche UV. Voilà. J'appelle la recherche UV directement. C'est déjà bon. Valeur recherchée P10. Voilà. Donc, on va sélectionner la matrice. Prendre la matrice. Voilà. Là, c'est déjà bon. Donc, j'ai déjà pris la matrice. Ensuite, virgule. Donc, en ce moment, j'ai besoin du prix. Le prix se trouve à la 3e position, c'est-à-dire à la 3e colonne. Référence 1, catégorie 2, prix unitaire 3. Donc, je vais mettre 3, virgule, valeur exacte. Ensuite, je vais mettre faux pour avoir la valeur exacte. Voilà. Donc, juste pour vous montrer la même erreur qu'on avait. En ce moment, quand je vais tirer en bas, vous allez voir ici, il a réussi à sortir pour P2, 2500 prix unitaire. Mais en bas aussi, il y a P2, alors qu'il n'a pas réussi à sortir ça. Maintenant, pour pallier à cette erreur, il faudra la plage, il faudra vraiment rendre ça de manière constante. De dire à Excel,
n'incrémente pas cette plage. Donc là, vous pouvez mettre directement le dollar ou bien d'utiliser la méthode que Maya a suggérée tout à l'heure, le F4. Donc, c'est la même chose aussi. Voilà. Ensuite, de tirer. Voilà. Comme ça, vous aurez le même résultat. Maintenant, des fois aussi, si on veut rechercher une valeur, c'est-à-dire P23, normalement, P23 ne se trouve pas dans la liste. Donc, ça, c'est une erreur. Donc, des fois, au lieu de laisser à Excel d'afficher ce genre d'erreur-là, c'est pas joli. Ça aussi, c'est pas joli. Donc, d'afficher des NA, etc. On peut appeler une fonction qui s'appelle CError, c'est-à-dire CError, etc. Donc, on va dire à Excel, si la recherche V ne marche pas, au lieu d'afficher NA, affiche-moi produit non trouvé, etc. ou bien affiche-moi introuvable. Donc, on va appeler la fonction CError ici, CError. Voilà, CError, virgule, on va dire à Excel, affiche seulement N trouvable. Ou bien affiche-moi 0. Maintenant, c'est à vous de définir vraiment la valeur en sortie. Trouvable. Voilà. Maintenant, je vais tirer la fonction. Quand il ne va pas trouver P23, vu que P23 ne se trouve pas dans la liste des produits, il va mettre introuvable au lieu d'afficher des NA. Des fois, afficher des NA, ce n'est pas très joli. Maintenant, des fois, vous pouvez acheter voilà, 0 ou bien non trouvé, etc. Ça va aider vraiment aux parties prenantes. Des fois aussi, quand vous allez créer un reporting, vous pouvez mettre voilà, ce genre d'astuce. Ça va permettre vraiment à être beaucoup plus professionnel. Voilà. On pourrait afficher aussi 0 ou bien tirer, etc. quand vous n'arrivez pas à trouver ce que vous êtes en train de chercher. Maintenant, la recherche fait aussi. En ce moment, on a fait la recherche fait. Maintenant, imaginez cette liste-là, ça pourrait se trouver dans une autre feuille. Ça aussi, ça va marcher. Par exemple, si la liste se trouvait dans une autre feuille, ça va marcher aussi. Maintenant, pour ce use case, c'est vraiment très simple, vu que la base de données se trouvait ici. Maintenant, vous pouvez avoir aussi une base de données qui se trouve dans une autre feuille. Vous faites la même logique, ça va marcher aussi. Donc, il y a même pas de blocage concernant donc, cette fonction. Maintenant, il faudra toujours faire attention. La recherche fait, donc recherche de manière verticale. Voilà, vertical lookup, c'est-à-dire vertical. Recherche verticale lookup. Donc, il va rechercher de manière verticale. C'est un peu différent du HLOOKUP qui va rechercher de manière horizontale. Des fois aussi, vous pouvez avoir le tableau qui est pivoté. Voilà. Il faudra rechercher de manière horizontale. Maintenant, il faudra toujours garder en tête que la recherche, ça va de la gauche vers la droite. Voilà. En fonction de la valeur recherchée. Il faudra toujours garder ça en tête. Voilà, pour ne pas avoir d'erreur. Maintenant, si la plage, ça bouge, essayez toujours d'utiliser donc le dollar pour vraiment fixer, de dire à Excel, il ne faudra pas incrémenter. Donc, sois sage, n'incrémente pas la plage. Donc, donne-moi seulement la constante, etc. Voilà. Des fois aussi, vous pouvez avoir ce genre d'astuce. Donc, je pense que VLOOKUP, c'est déjà bon. Donc, on va passer à if. Donc, là aussi, je pense que j'avais même commencé à faire ça. Voilà, donc, je vais enlever ça. Donc, on va commencer par if. Essayer de voir ce qu'on peut avoir sur if. Donc, la fonction if, donc c'est une fonction vraiment très simple. Donc, les structures conditionnelles, là, ça va vous suivre en programmation, en Excel, ça va revenir. Donc, à chaque fois, les parties prenantes vous demander des conditions, etc. Donc, donne-moi ça si ça est égal, si ça c'est supérieur, si c'est différent, si ça contient, etc. Les conditions, ça va vous suivre. Peu importe votre projet d'analyse de données, forcément, il y aura des conditions. Donc, il faudra toujours aimer cette fonction if. Donc, c'est vraiment une fonction très, très simple. Il faudra vous familiariser. Même si vous débutez en Excel, essayez toujours de tester. Voilà. Maintenant, il faudra toujours être logique. Si vous avez vraiment une fonction ou bien un use case très difficile, essayez d'écrire ça sur une feuille, sujet, verbe, complément, etc. Ça va vous aider vraiment à avoir donc, une bonne compréhension, donc côté sémantique, etc. Donc, après, c'est à vous d'implémenter ça avec les fonctionnalités que vous avez sur Excel. Donc là, les parties prenantes demandent, on a d'abord la liste des produits, c'est déjà bon. Donc les parties prenantes demandent de voir si la quantité en stock
si la quantité en stock est supérieure à 0, donc de dire ce produit-là est toujours disponible. Si la quantité est inférieure, est égale à 0, de dire que ce produit-là est en rupture. Donc, imaginez, on avait des milliers de lits. Je dois vérifier ça, c'est égal à 0. Donc, je vais mettre indisponible. Ça, c'est égal à 2. Je vais mettre disponible, etc. Imaginez, vous avez 1000 lits. Même si vous avez 50 lits, ça sera vraiment un process très lourd pour vous. Maintenant, il y a une fonction qui s'appelle if. Donc, c'est des structures conditionnelles, comme ce qu'on a en programmation. Donc, vous appelez seulement la fonction if et vous donnez le test logique. Donc, test logique, ça peut être inférieur, supérieur, et, and, or, etc. C'est ce qu'on appelle les tests logiques. On peut vraiment mettre des tests logiques. Donc, si le test logique sera si carte stop est supérieur à 0. Donc, je vais mettre si carte stop. Maintenant, carte stop, ça se trouve sur G8. Donc, je peux mettre directement G8 ou bien de cliquer sur 2. J'ai déjà le G8 supérieur. Donc, en ce moment, j'ai mon clavier en français. Je vais mettre ça en QWERTY, comme ça, pour avoir le symbole supérieur directement. Voilà, supérieur à 0. Maintenant, si c'est supérieur à 0, je vais mettre virgule. Si c'est supérieur à 0, je dis que le produit est disponible. Donc, en stock, je vais mettre oui. Je fais virgule. Sinon, si ce n'est pas supérieur à 0, c'est-à-dire la valeur s'il faut, je vais mettre non. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Donc là, c'est déjà bon. Donc, on a donné la condition si quantité est supérieure à 0, mais oui, sinon, mais non. Donc, je peux descendre cette fonction jusqu'en bas. Donc, on remarque là, il y a des oui et des non, etc. Maintenant, pour améliorer la visibilité, je peux mettre aussi des mises en forme conditionnelles. Donc, d'aller directement mise en forme conditionnelle, de faire règle de surbrillance, c'est égal à oui. Donc, mets ça en vert, etc. Là, je fais mise en forme conditionnelle, etc. Si c'est égal à non, il a mis un. Moi, je n'ai pas besoin de. Il a mis entre. Voilà, il fait ça. La forme conditionnelle égale à. OK, non. Voilà. Là aussi, vous pouvez avoir ce genre de présentation. Directement, vous avez la mise en forme conditionnelle. Comme ça, pour les parties prenantes, ça sera beaucoup plus visible. Donc, la fonction aussi, c'est vraiment une fonction à maîtriser. Donc, il y a aussi sum, if, etc. Voilà, donc vraiment, si vous avez beaucoup de conditions sur les sommets, etc. Donc, il faudra toujours aimer cette fonction if, ça va vous suivre. Donc, vraiment, c'est des fonctions à maîtriser. Donc, et comme la recherche V aussi, ça va vous suivre. Donc, la recherche V aussi, il faudra vraiment aimer cette fonction, recherche V. Voilà, donc je pense que pour moi personnellement, c'est la meilleure fonction Excel, la recherche V. Donc, je l'utilise aussi donc, presque dans beaucoup de projets. Donc, là aussi, il faudra toujours. Maintenant, le début, ça sera difficile. Comment vraiment digérer cette fonction-là. Ça va demander beaucoup de temps et beaucoup de pratique. Maintenant, après, vous allez vous familiariser avec cette fonction. Maintenant aussi, les structures conditionnelles comme if, ça va devenir. Des fois aussi, les parties prenantes vont vous donner des conditions à vérifier avant de sortir un résultat. Donc, il faudra toujours garder en tête ces fonctions. Donc, maintenant, il y a beaucoup de fonctions sur Excel. Des fois aussi, il faudra aimer aussi la recherche. Donc, vraiment, essayer d'aimer la recherche. Par exemple, ici, sur la barre en haut, on a formule. Des fois aussi, cette barre-là, c'est très, 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 très important. Que là-bas, quand vous allez venir sur logique, vous avez toutes les fonctions logiques qu'on a ici. Finance, donc en finance, là, vous avez toutes les fonctions texte. Là, vous avez toutes les fonctions texte, recherche, etc. Donc là, vous avez recherche UV, etc. Recherche X, donc qui est même plus puissant que la recherche UV. Voilà. Donc les fonctions date et heure, là aussi, vous pouvez avoir. Maintenant, il faudra toujours garder en tête aussi, des fois, vous allez récupérer un fichier Excel. Imaginez, moi, je récupère un fichier Excel d'une autre personne. Donc moi, je ne connais pas la logique. Maintenant, pour voir vraiment ce qu'il a fait,
faudra venir sur la fonction. Maintenant, ensuite, il y a repérer les antécédents et repérer les dépendants. Donc, des fois, vous pouvez cliquer, repérer sur les antécédents. Il va s'indexer vraiment sur les colonnes ou bien sur les cellules donc, qui nous ont permis de réaliser cette fonction. Donc là, il va se dire qu'on a utilisé cette cellule-là pour donner ça. Donc, c'est l'antécédent. Voilà, on a utilisé cette quantité. Donc, ça va afficher des flèches. Là aussi, quand vous récupérez des fichiers, donc, pour venir de d'autres personnes, vous pouvez avoir ce genre de use case. Là, on peut supprimer même les... Voilà, vous pouvez afficher voilà, la formule. Voilà, là, vous pouvez afficher toutes les formules comme ça. Donc, vous voyez que là, vous aurez toutes les formules. Voilà, afficher les formules. Maintenant, si c'est fait, vous pouvez les cacher, etc. Donc, vraiment, des fois, quand vous récupérez des fichiers, donc, voilà, il faudra toujours explorer, de voir ce que la personne a déjà réalisé, donc pourquoi il a utilisé ça, etc., pour avoir une bonne compréhension. Ça va vous aider vraiment à comprendre donc, la logique de cette personne. Donc, vraiment, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez vraiment des questions et bien des contributions? Donc, ce n'est pas seulement ces fonctions, parce que même durant d'autres ateliers, on va essayer de voir d'autres fonctions, mais c'est juste des fonctions de base qu'on a écrites ici. Donc, ça reste beaucoup de fonctions même. Donc, il y a beaucoup de flexibilité qu'on peut avoir sur Excel avec d'autres fonctions. Donc, si vous avez vraiment des contributions, des suggestions, critiques, etc., donc vous avez vraiment la parole. Voilà, s'il y a des volontaires. Est-ce qu'il y a des volontaires même? Donc, s'il y a des volontaires, allez-y. Je vais prendre Cher. Parce que je vais prendre Cher. Cher, si tu as vraiment des contributions aujourd'hui, voilà, et vraiment des suggestions. Voilà. Alors, bonjour. Donc, allez-y, Cher. Ah oui. Aujourd'hui, c'était tellement vraiment excellent comme en termes d'explication, clarté. Donc, tout a été bien dit. Hein? Tout a été bien dit. Mais moi, j'attendais seulement la formule de 6X. Voilà. Je pense qu'on va voir voilà. ça. Voilà, on va essayer de voir ça la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, c'est beaucoup même plus puissant que recherche. Et il y a aussi index, filter, etc. Donc, c'est des fonctions beaucoup plus avancées. Index, voilà, donc, voilà, index. Parce qu'une prochaine fois, on va vraiment se focaliser sur les fonctions beaucoup plus avancées. Voilà. Okay. Aussi, merci beaucoup, cher. Donc, je pense qu'on va noter ça aussi pour voilà, les prochaines ateliers, Inch'Allah. Je pense qu'il y a une personne qui je pense que Mamadou, il a dit, voilà, donc même sur le site, s'il y a d'autres conditions, donc il y a aussi ce qu'on appelle les opérateurs logiques comme et, ou, etc. Maintenant, s'il y a deux conditions, vous pouvez même mettre le et le ou et de dire si les deux conditions-là sont réunies, fais-moi ça, ou bien de mettre un ou et de voir si une seule condition est valable parmi les deux, d'afficher le résultat. Donc ça aussi, vous pouvez l'avoir directement sur le i. C'est comme en programmation, vous pouvez avoir des ou et, etc. Donc, il y a la fonction ou sur Excel et aussi il y a la fonction et. Donc, la fonction est, si vous avez deux questions, si vous avez deux conditions, donc les deux conditions doivent être valables avant de passer. Alors que si vous avez ou, ça veut dire une seule condition suffit pour afficher un résultat. Donc là aussi, vous pouvez explorer après de voir ces deux formules. Donc, d'imbriquer ça directement sur le if. Bien, voilà. Là aussi, c'est possible directement avec Excel. Je pense que c'est la question de Mamadou. Voilà, ça aussi, vous pouvez l'avoir. Voilà, merci beaucoup, Sandy. Je vous remercie aussi. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des suggestions, etc.? Okay, je pense que là, c'est déjà bon. Voilà, donc, on a fait le tour. Donc, vraiment, merci beaucoup. Voilà, comment faire pour avoir Office 365. Donc, là, Office 365, en ce moment, la version gratuite, c'est disponible seulement en ligne. Donc, après, il faudra toujours acheter les licences pour avoir la version desktop, pour avoir les deux en ligne et en desktop. Maintenant, vous pouvez utiliser ça gratuitement en ligne. Maintenant, la version desktop est beaucoup plus avancée que la version en ligne. Donc, si on prend l'exemple de la modélisation de données, des fois là,
faire la modélisation en données en ligne, là, ça sera même pas, je pense que ça serait même impossible. Donc, il faudra toujours utiliser la version desktop. Donc, ça demande aussi des licences et c'est pas très cher. Donc, vous pouvez avoir la licence basique aussi, vraiment donc, pour le coup, je pense que j'avais vu $6, $12. Donc, j'ai vraiment oublié le prix exact. Mais je pense que vous pouvez avoir la version basique vraiment très, très, très simple, sans Teams, sans rien du tout. Juste Office avec Microsoft Excel, PowerPoint. Là, je pense que c'est à $6. Donc, maintenant, pour avoir Teams, SharePoint, etc., là, je pense que c'est à $12, etc. Donc, c'est pas très cher. Donc, maintenant, ça va vous aider vraiment à monter en compétence. Donc, maintenant, il faudra toujours essayer vraiment d'avoir ces licences. Vu que Excel, ça évolue. En ce moment, il y a l'intelligence artificielle. Donc, le monde des données, ça bouge. Donc, vraiment, il faudra avoir ces licences et de monter en compétence. Donc, côté performance, là, vous allez vraiment voir donc la valeur si vous avez ces licences. Maintenant, juste pour vous dire Excel, etc. Donc, il faudra toujours rester sur l'environnement Microsoft 365. Donc, la valeur d'Excel, c'est dans l'environnement Office 365. C'est là-bas que vous allez voir vraiment la valeur d'Excel. Voilà. Donc, essayez vraiment, des fois, de trouver ces genres de licences. Ça va vous aider vraiment à exceller aussi dans ce domaine. Donc, je pense qu'après, je vais mettre aussi la vidéo sur YouTube, Inch'Allah. J'ai déjà vos mails aussi. Je vais vous envoyer le fichier qu'on a traité aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, tout ça, vous l'aurez aussi. Donc, vraiment, j'ai beaucoup parlé aussi. Donc, j'ai pas aussi le monopole de la connaissance. Donc, c'était juste pour vraiment partager les petites connaissances et petites compétences qu'on a donc, avec d'autres personnes. Donc, vraiment, je vous remercie. C'était vraiment une opportunité dans cet atelier, donc vraiment de partager le background qu'on a sur Excel. Voilà, donc merci beaucoup à vous tous. Voilà.